Et si demain, plus d'électricité pendant plusieurs jours? Les réseaux qui lâchent, plus d'eau au robinet? Non, non, ça, ce n'est plus de la science-fiction. Le gouvernement a même sorti un guide pour y répondre. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble les clés pour construire notre résilience. Alors voilà, la première question, elle est directe et elle s'adresse à tout le monde. Loin des grands discours, est-ce que individuellement, on est vraiment prêt? C'est la question fondamentale qui donne tout son sens à ce qu'on va voir ensemble. Parce que le truc, c'est que le contexte a changé. On n'est plus face à un seul risque, bien lointain. Non. Maintenant, c'est une accumulation de menaces. Tout s'en mêle. Crise climatique, sanitaire, énergétique. Tout ça peut se percuter et créer un véritable effet domino. Du coup, être préparé, ce n'est plus juste une bonne idée. C'est devenu indispensable. Face à tout ça, le mot-clé, c'est résilience. Mais attention, oubliez l'image du survivaliste dans son bunker. La résilience, c'est tout le contraire. C'est notre capacité, à tous, d'encaisser le choc, de continuer à vivre le plus normalement possible et surtout de rebondir vite. C'est une démarche active, une sorte de force tranquille. Ok, bon, concrètement, on commence par où? Eh bien, la première étape, c'est sans doute la plus tangible. Ça se passe à la maison. L'idée, c'est d'avoir un kit pour être autonome pendant 72 heures. C'est logique. Avant de penser à aider les autres, il faut déjà pouvoir s'en sortir soi-même. Mais au fait, pourquoi cette autonomie est si cruciale? Imaginez un peu le scénario. Une crise majeure. Ce n'est pas juste une petite galère. Ça peut vouloir dire plus de courant, donc plus de chauffage, plus de frigo, plus de réseau téléphonique, les magasins vides. Dans un contexte pareil, être autonome, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste la base pour que tout ne s'effondre pas. Retenez bien ce chiffre, 72 heures, 3 jours. C'est le temps pendant lequel, très probablement, les secours seront complètement débordés, concentrés sur les urgences vitales. Tenir 72 heures par ses propres moyens, c'est se protéger, bien sûr, mais c'est aussi un acte de solidarité énorme. Ça libère les services d'urgence pour ceux qui en ont le plus besoin. Pour que ça reste simple, tout repose sur 3 piliers, les besoins vitaux en fait. D'abord, s'hydrater et se nourrir. Ensuite, se protéger du froid. Et enfin, avoir de quoi gérer les petits bobos avec une trousse de secours. C'est vraiment le socle de la préparation. Et voilà à quoi ça ressemble. Pas besoin de s'imaginer un équipement de pro. On parle de choses toutes simples. Des bouteilles d'eau, quelques conserves, une lampe de poche avec des piles, des vêtements chauds, une trousse de secours de base. Et le point crucial, souvent oublié, une petite radio à pile. Parce que sans électricité, c'est le seul lien qui restera pour recevoir les consignes officielles. Ok, avoir le bon matériel, c'est une chose. Mais ce matériel est inutile si on ne sait pas comment réagir. On passe donc à la préparation mentale, au réflexe à avoir. Parce que dans l'urgence, la meilleure protection, c'est de savoir quoi faire. Alors là, information super importante que peu de gens connaissent. L'alerte en cas de danger grave, ce n'est pas la sirène qu'on entend le premier mercredi du mois. Le vrai signal, c'est un son qui monte et qui descend, répété 3 fois de suite. Le reconnaître, c'est comprendre que la situation est sérieuse et qu'il faut agir immédiatement. Ce qui est fascinant ici, ce sont les réflexes qu'il faut combattre. Des choses qui nous semblent naturelles, mais qui peuvent être dangereuses. Premier point, ne pas rester dans sa voiture, c'est un abri très peu sûr. Deuxième réflexe, résister à l'envie de téléphoner. Un SMS a plus de chances de passer et ça ne sature pas les réseaux dans les secours en besoin. Et enfin, le plus difficile, faire confiance au personnel de l'école pour s'occuper des enfants. Ils sont formés pour ça. Et bien sûr, en plus des sirènes, il y a la technologie. Le système FR Alert peut envoyer une notification directement sur les téléphones situés dans une zone de danger avec des consignes claires et précises. C'est un outil complémentaire qui est extrêmement puissant. On aborde maintenant un champ de bataille invisible, mais bien réel dans une crise moderne, l'information. Dans le chaos et l'incertitude, les rumeurs et la désinformation peuvent faire autant de dégâts qu'un événement physique. Savoir y résister, c'est une compétence de survie. Cette phrase du guide est essentielle. Elle nous dit que la désinformation n'est pas juste une erreur ou un malentendu. Elle peut être une arme utilisée délibérément pour créer la panique, briser notre confiance et semer le chaos. C'est une menace stratégique à part entière. Alors, la question à 1 million, comment on développe son propre détecteur de mensonges? Face à un flot continu d'informations anxiogènes sur les réseaux sociaux, comment fait-on le tri entre l'info vitale et le poison numérique? La méthode est simple, mais redoutablement efficace. C'est un automatisme à acquérir. Avant de croire ou de partager quoi que ce soit, on se pose 4 questions. Qui parle? Est-ce une source officielle et identifiable? L'info est-elle confirmée par des médias reconnus? Et surtout, quel est l'objectif de ce message? Informer ou faire peur? S'il y a une seule règle d'or à retenir, c'est celle-ci. En situation d'urgence, la seule boussole fiable, ce sont les canaux de communication officiels, le site du gouvernement, de la préfecture, de la mairie.
C'est la seule source qui permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter les pièges de la désinformation. On a parlé de notre foyer, de nos réflexes, mais la dernière partie de ce guide nous invite à voir plus grand, parce que la résilience, ce n'est pas une aventure solitaire, c'est un sport d'équipe, à l'échelle de toute une nation. Et cette diapositive l'illustre parfaitement. Chaque foyer préparé, c'est un maillon solide. Et tous ces maillons ensemble forment une chaîne incroyablement résistante. L'autonomie de chacun ne s'oppose pas à la solidarité. Au contraire, elle la rend possible. En se prenant en charge, on libère des ressources pour aider les autres. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, il existe des moyens très concrets de devenir un acteur de cette résilience collective. Se former aux gestes qui sauvent, devenir pompier volontaire, s'engager dans les réserves, chacun peut contribuer avec ses compétences et son temps. La conclusion du guide tient en une phrase, simple et puissante. Notre plus grande force, notre atout ultime face à n'importe quelle crise, ce n'est pas la technologie ou le matériel, c'est notre capacité à nous serrer les coudes. Finalement, ce guide n'est pas un manuel de la peur, c'est un manuel de l'autonomisation. Il nous donne les cartes pour ne pas subir, mais pour agir. La question finale n'est donc plus de savoir s'il faut se préparer, mais par où commencer. Quelle sera la toute première étape, même petite, que l'on peut faire dès aujourd'hui pour renforcer sa propre préparation ?